Le titre de la série, de nouvelles formes d'eugénisme, point d'interrogation. Évidemment, le point d'interrogation est particulièrement important car la question qui traverse cette série de conférences et de dialogues avec le public est de savoir dans quelle mesure ce mot reflète une continuité entre certaines pratiques que l'on qualifie parfois aujourd'hui d'eugénistes et des pratiques passées, et dans quelle mesure ce mot, au fond, encombre notre pensée ou au contraire l'éclaire et l'alerte. Il y a cette séance. Les deux premières séances, dont celle d'aujourd'hui, sont destinées à baliser le terrain des pratiques que l'on dit couramment aujourd'hui eugénistes. Les trois séances suivantes sont consacrées à un panorama de l'eugénisme dans toute sa réalité historique et dans toute sa complexité. Et les deux dernières séances sont plus motivées par une interrogation éthique et politique. Il est temps de céder la parole à Isabelle Ville, que nous remercions, ainsi qu'Arnold Munich d'avoir bien voulu exposer ce soir. Ça fonctionne, oui. Alors, je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis pas effectivement une spécialiste du diagnostic prénatal, puisque, comme l'a précisé Marie-Agnès Bernardis, mon champ de recherche est sur l'expérience de vie avec des handicaps et également les représentations sociales du handicap et des personnes handicapées. Mais je pense que c'est la volonté des organisateurs de ce séminaire que de faire appel et de proposer des approches différentes et complémentaires. Donc j'espère, et je m'en excuse par avance si je dis des bêtises, et je pense que Arnold Munich me corrigera si je suis amenée à le faire. Alors tout d'abord, d'une part parce que je ne suis pas spécialiste et peut-être aussi par des formations professionnelles, j'ai éprouvé le besoin d'essayer de me forger une vision, disons, la plus objective possible de l'état actuel des pratiques en matière de diagnostic prénatal et d'interruption médicale de grossesse, puisque le titre en fait de ce séminaire oriente en fait vers les conséquences en termes d'interruption de grossesse du diagnostic prénatal, puisqu'on parle donc d'eugénisme. Et donc, je vais essayer de vous faire partager dans un premier temps les informations que j'ai collectées. Alors, tout d'abord, un petit point historique rapide pour dire que l'histoire du diagnostic prénatal commence en Grande-Bretagne à la fin des années 60, lorsqu'on a pu mettre au point des techniques de culture in vitro de cellules du liquide amniotique et qu'on a pu donc étudier les chromosomes contenus dans ces cellules et dépister d'éventuelles anomalies. Et c'est en 68 qu'a été pratiquée la première interruption médicale de grossesse en Grande-Bretagne donc. Et Jean-Paul Godilière, qui interviendra dans une autre séance, explique bien comment cette pratique de l'amniosynthèse a pu être généralisée rapidement en Grande-Bretagne pour deux raisons. D'abord parce que l'avortement y est libéralisé, à l'inverse de la France à cette période, et par ailleurs le système de soins est très centralisé. Et disons qu'une étude économique, en fait, de comparaison des coûts entre cette généralisation de la myosynthèse et la prise en charge des enfants atteints d'une trisomie 21 a finalement permis la généralisation donc de la myosynthèse auprès des femmes à risque donc d'un certain âge. En France, la généralisation de cet examen s'est faite plus tard, à la fin des années 70, en raison en particulier des débats autour de l'avortement, et c'est donc à peu près à la même époque que l'avortement a été donc légalisé en France selon un cadre défini donc par la loi Veil, qui a été révisée, qui a été remplacée par la loi du 4 juillet 2001, dont l'essentiel est présenté ici. Donc l'interruption volontaire d'une grossesse peut à toute époque être pratiquée. Vous ne voyez pas? Ah, il y a un petit problème. S'il vous plaît. OK. Donc peut à toute époque être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Alors ça, c'est assez récent, l'existence de ces centres agréés. Il en existe 37 sur l'ensemble du territoire, dans les grands hôpitaux échus principalement.
Donc on voit que la légalisation de l'interruption de grossesse pour motif médical se fait à 2 titres, au titre de la santé de la femme et au titre d'une atteinte du fœtus, et que le législateur choisit de laisser à la responsabilité des médecins, après consultation d'une équipe pluridisciplinaire, de ce qu'est une forte probabilité d'être atteint et de ce qu'est une infection d'une particulière gravité. On verra que ce n'est pas sans poser problème. Mais auparavant, donc, je voudrais vous donner quelques chiffres. Et je pensais que ça allait être très simple. Je pensais pouvoir vous présenter des données nationales sur la pratique, le taux d'IMG en France et l'évolution au cours des dernières années. Et en fait, ça s'est avéré plus difficile parce qu'effectivement, les interruptions de grossesse sont à déclaration obligatoire. Donc, on dispose de données sur les interruptions de grossesse. Le formulaire comprend une mention du motif thérapeutique, médical ou non, mais en fait, il s'avère que ces formulaires sont très mal remplis, que le motif en question est souvent laissé à blanc et donc c'est complètement inutilisable. Donc j'ai eu recours à d'autres informations, en particulier celles des registres des malformations congénitales et des anomalies chromosomiques, qui sont des registres régionaux et non pas nationaux. En particulier, il y en a un à Paris qui enregistre depuis le début des années, depuis 81, je crois, toutes les malformations congénitales et anomalies chromosomiques chez des enfants nés vivants, mais également chez des enfants morts-nés et pour toutes les grossesses qui ont été interrompues, avec des tas de données sur le diagnostic prénatal et sur les caractéristiques de ces pathologies. Alors, ce que montrent ces données du registre parisien, c'est qu'on a considérablement amélioré dans la période donc, de 20 ans le dépistage de ces malformations et anomalies chromosomiques. On est passé au début des années 80 à un quart. On dépistait un quart de ces malformations et en 2000, on en dépiste 70%. De la même façon, les interruptions médicales de grossesse ont augmenté. Et sur l'ensemble, si vous voulez, des malformations, alors qu'elles soient diagnostiquées ou pas avant la naissance, mais sur l'ensemble des malformations, au début des années 80, on interrompait moins de 10% des grossesses et on est à 30% en 2000. On peut dire qu'actuellement, pour Paris, les IMG représentent un peu plus de 1% de la totalité des naissances, ce qui fait à peu près un peu plus de 400 IMG par an. Alors on ne peut pas extrapoler à la population générale parce qu'il y a des disparités régionales et probablement que Paris est on sait par ailleurs que Paris est une des régions où on pratique le plus de dépistage et d'interruption médicale de grossesse. Alors juste, je vais vous montrer un petit tableau donc, qui sépare les deux périodes 90-94 et 95-99 et par type de malformation, donc anomalie chromosomique, polymalformation et malformation isolée. Alors on voit que pour les anomalies chromosomiques, oui, on a amélioré, donc le dépistage était à peu près de 80% dans la première période, il passe à 90%. Le taux d'IMG augmente de la même façon. Les polymalformations sont aussi assez bien dépistées, plutôt moins interrompues. Quant aux malformations isolées, elles sont à la fois moins bien dépistées et donnent moins lieu à des interruptions médicales de grossesse. Donc c'est quand même pour les pathologies les plus graves qu'ont lieu les indications d'IMG. Alors l'intérêt de ces registres, c'est qu'ils permettent également des comparaisons internationales. Il existe des registres dans différentes régions d'Europe. Alors ce sont toujours des régions avec les disparités régionales. On ne peut pas extrapoler à l'échelon national, mais c'est quand même des comparaisons possibles. Alors voici ce qu'on observe dans différents registres. Alors vous voyez qu'il en existe donc 3. Enfin sur la période, on est sur la période là 90-94. Donc il y a 3 registres à ce qui couvre cette période en France. Il y en a en Espagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas. Et vous voyez que les 3 registres français, le taux d'IMG, donc toute malformation confondue, qu'elle soit diagnostiquée ou pas, est donc de 21% pour le registre parisien, et 17% pour les Bouches-du-Rhône et 12% pour Strasbourg. Et vous voyez qu'on arrive en tête. Enfin, Strasbourg est à peu près au même niveau que le Pays Basque. Et quand on s'intéresse exclusivement à la trisomie 21, qui représente à elle seule un quart des indications d'interruption médicale de grossesse, eh bien on voit que les 3 registres français sont en tête des interruptions médicales de grossesse. Alors, bon, c'est assez difficile d'expliquer ce constat.
Il y a quelques éléments qu'on peut apporter. En particulier, la législation française autorise, on l'a vu, l'interruption médicale de grossesse, quel que soit le terme de la grossesse. Mais on n'est pas les seuls. En Allemagne, c'est la même chose. J'ai des informations un peu contradictoires là-dessus. Mais en Allemagne, je suis sûre que c'est pareil. On n'est pas les seuls pays d'Europe à pratiquer ainsi. Par contre, il y a des différences concernant les politiques de suivi des grossesses selon les pays d'Europe. Et alors, je passe, voilà. Alors, en particulier concernant le nombre d'échographies, qui est évidemment un des moyens de dépistage qui a en fait considérablement amélioré le diagnostic prénatal. Certains pays ne proposent aucune échographie systématique de routine. Ils n'en pratiquent que si le besoin se fait sentir. C'est le cas du Danemark et des Pays-Bas. Au Royaume-Uni, une échographie, en Autriche, en Suisse, 2 échographies, et puis en France, comme en Allemagne, en Italie, en Espagne, 3 échographies à chaque trimestre. Et alors vous voyez que quand on ne propose pas du tout d'échographie, il est vrai qu'on dépiste moins d'anomalies. Donc si on regarde la première ligne qui concerne le Danemark et les Pays-Bas, 16% de l'ensemble des malformations ont pu être dépistées en prénatal, alors que dans les autres pays, et d'ailleurs quel que soit le nombre d'échographies proposées, on arrive à un taux qui est entre 42 et 45% de dépistage prénatal. Bon, c'est pas tellement surprenant finalement que si on les cherche pas, on les trouve pas, ces malformations. Donc on n'est pas forcément surpris par ces chiffres. Ce qui est aussi très intéressant à constater, c'est que quand on a dépisté des malformations, c'est aussi différent, les taux d'IMG sont aussi différents. Et en particulier dans les pays où on ne propose pas effectivement d'échographie de routine, on interrompt moins aussi les malformations qui ont été dépistées. Donc 39%, si vous voulez, au Danemark et aux Pays-Bas, des malformations dépistées vont aboutir à une interruption médicale de grossesse. Là où il y a 3 échographies proposées, on aboutit à 82% des malformations dépistées qui vont aboutir à une interruption médicale de grossesse. Bon, il faut être prudent. Alors tout de suite, je précise sur ces chiffres parce que, comme vous le voyez, au Danemark et aux Pays-Bas, il y a assez peu de cas. Et donc, il faut se garder d'interprétations abusives. Bon, on peut quand même faire une hypothèse. Enfin, moi, je la propose. En tout cas, je suis très tentée de la faire. Après, il faudra la vérifier. Ça risque d'être très compliqué. Que finalement, ces politiques de suivi des grossesses et ces pratiques d'IMG reflètent peut-être en amont quelque chose qui serait de l'ordre de la plus ou moins grande tolérance ou plus ou moins grande capacité d'accueil des personnes handicapées des différents pays. Et par ailleurs, on sait que la France accuse un certain retard en matière d'accessibilité et d'intégration des personnes handicapées par rapport notamment aux pays scandinaves. Bon, mais ça reste une hypothèse. Alors, oui, je voudrais quand même préciser aussi une chose avant de passer à la suite de mon exposé, c'est que même si ça sort un peu du champ du thème qui est proposé ce soir, je voudrais quand même dire que le diagnostic prénatal n'a pas pour seule vocation d'aboutir à une interruption médicale de grossesse. Et je crois qu'il est important de constater que pour des pathologies curables, il est quand même utile de pouvoir les diagnostiquer antérieurement afin de pouvoir assurer dès la naissance les meilleurs soins possibles et qu'on a ainsi permis à la mortalité infantile, enfin en tout cas la mortalité natale et périnatale de diminuer. Alors après ce panorama un peu macro-sociologique, j'aimerais en revenir plutôt au contexte dans lequel se prend la décision. On l'a vu que ce contexte est celui, donc, et je pense qu'Arnold Munich nous en parlera beaucoup plus précisément tout à l'heure, celui finalement du corps médical et particulièrement de la relation médecin-patient. En fait, un couple s'adresse au médecin, soit qu'il se sait à risque de transmettre une maladie génétique, soit qu'on a dépisté chez le fœtus une anomalie au cours d'un examen de routine. Et donc, la demande... Très souvent, et ça d'ailleurs j'en profite pour faire une référence à l'ouvrage coordonné par Véronique Mirles, qui est un ouvrage fait par des gens du terrain, et pour moi qui ne suis pas du terrain, ça a été très utile et très informatif, qui montre qu'effectivement, quand les parents apprennent un problème, quel qu'il soit, une malformation, une anomalie, la présence d'une anomalie chez le bébé à naître, c'est tout de suite très dramatique. C'est donc une grande détresse qui est exprimée par ces familles qui majoritairement demandent dans un premier temps effectivement une interruption médicale de grossesse. Alors comment va réagir le médecin face à cette demande ? Eh bien, le médecin, certaines études montrent que le médecin va être quand même pris entre deux feux, tiraillé entre deux attitudes conflictuelles. D'un côté, son désir, sa vocation première de soulager la souffrance du patient,
Et en l'occurrence, qui exprime la souffrance dans cette situation, ce sont le couple, la femme. Et donc, va être peut-être enclin pour cette raison à accéder à la demande. Et puis d'un autre côté, le problème, c'est que soigner la souffrance, dans la tradition thérapeutique, c'est en apportant un soin. Or là, il ne s'agit pas de soin, mais il s'agit d'éliminer une vie potentielle. Et donc là, évidemment, ça contredit, ça contrecarre les vocations des médecins. Et donc, ça engendre un grand malaise, comme l'a montré une étude de Micheline Garel auprès d'obstétriciens et de sages-femmes de ces équipes, enfin d'une de ces équipes pluridisciplinaires, enfin de deux, parce qu'elle a travaillé dans 2 centres différents, et qui montre que les praticiens, en fait, questionnent beaucoup cette responsabilité qu'ils doivent assumer, la légitimité de décisions qu'ils prennent, les limites à respecter, et ils se sentent extrêmement mal à l'aise face à une demande qu'ils vivent comme étant de plus en plus pressante, et comme étant aussi pour des motifs qu'ils considèrent comme de moins en moins graves, de moins en moins justifiés, et parfois sortant du cadre de la législation. Et une autre étude qualitative réalisée par Monique Membrano, qui est sociologue, qui étudie justement le fonctionnement et les processus de décision dans le cadre d'une de ces équipes pluridisciplinaires, montre que finalement, en fonction des sensibilités des praticiens, mais aussi en fonction de leur appartenance disciplinaire, la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Il y aura ceux qui seront tentés de répondre à la détresse des parents sans la juger. Il s'agira alors d'essayer d'informer au mieux de la maladie, de ses conséquences, et de laisser les parents prendre une décision sans chercher à influencer. Et puis, deuxième groupe, une deuxième catégorie, c'est toujours un peu schématique ce genre de typologie, mais enfin, qui cherchera plutôt à défendre une éthique médicale et à éviter les dérives et les abus. Alors, dans le premier groupe, qu'elle appelle les attentifs à la demande, on trouve surtout les sages-femmes et les pédiatres. Ce sont eux qui seraient le plus enclins à se mettre à la place des parents, et donc qui vont avoir des arguments du type la difficulté, le fardeau pour les familles d'éduquer un enfant avec un handicap sévère. Parfois, cette difficulté est présentée au nom du regard négatif que la société porte sur le handicap, des manques d'accompagnement. Alors, j'ai emprunté donc à cette étude quelques témoignages des personnes qui sont dans les attentifs à la demande, donc en particulier une sage-femme qui dit « Je crois qu'il y a actuellement dans la société une façon de penser que tout va être parfait, et déjà quand vous avez le nez de travers, le pied un peu plus court, ça devient une vie infernale, les portes se ferment. La vie de tous les jours n'est pas du tout faite pour ça. Déjà quand on est sain de corps, on a du mal à trouver sa place finalement. » Et un pédiatre de dire « La malformation a beau être chirurgicalement curable, c'est toujours pareil. Moi, je comprends très bien pourquoi les parents demandent une interruption de grossesse. Et je ne sais pas si le comité d'éthique a le droit de leur refuser. » Et une sage-femme, enfin, qui dit que pour elle, la demande d'IMG est fondée dès l'instant où elle est demandée par la patiente, pour quelque raison que ce soit. Il y a une demande, donc même si on n'y croit pas, même si on pense que ce ne sera pas fait, il faut quand même poser la question dans le cadre de ces équipes pluridisciplinaires. C'est un engagement vis-à-vis des patients. Donc on voit bien le point de vue adopté par ces praticiens qui est quand même centré sur le couple, la demande du couple, et avec une approche assez pragmatique des difficultés à venir pour ce couple. Alors, le second groupe, que Monique Membrano appelle les régulateurs, regrouperait plutôt des obstétriciens et des anesthésistes. Et ces derniers mettent en avant des valeurs éthiques, comme ce gynécologue qui dit l'IMG nous mène aux antipodes de ce que nous sommes, c'est-à-dire que notre pratique médicale est une éthique. Le médecin est mis devant le fait accompli de la maladie, le handicap faisant partie de la maladie, à charge pour lui de donner les soins nécessaires, de mettre tout en œuvre pour que les soins soient le mieux donnés, sachant qu'il n'y a pas obligation de résultat. Nous passons toute notre vie à nous battre pour la vie, et quand nous faisons une IMG, nous anticipons le besoin de soins et nous le court-circuitons en donnant la mort. On voit bien le conflit entre ces deux types de valeurs. Et les praticiens, donc dans ce groupe, ont une perception plus positive du handicap, c'est-à-dire que, en fait, ils refusent de juger de la qualité de vie, et ils pensent que même si la société ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire, il y a quand même des gens qui vivent très bien avec un handicap, et en fait, dans le doute, il faut quand même donner sa chance à l'enfant. En fait, ils se sentent les seuls représentants de l'enfant dans la discussion. Et donc, leur tendance sera plutôt de freiner la demande pour éviter les dérives et les abus.
Alors on voit bien qu'il y a deux logiques là qui s'affrontent, deux logiques qui sont complètement légitimes, c'est une question de point de vue, et on imagine bien que le consensus soit très difficile à établir dans ces équipes pluridisciplinaires, et c'est effectivement ce que montre Monique Mambrano, qui montre que c'est absolument exceptionnel qu'il y ait consensus, et que le plus souvent, il faut des votes répétés, à main levée, parfois on ajourne les décisions et on reprend la semaine suivante, enfin c'est des décisions très difficiles à prendre. Alors, avant d'aborder ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'expérience de vie avec des handicaps, je ne peux pas quand même contourner la question de l'eugénisme, puisqu'elle est explicitement posée dans ce séminaire. Alors, ces pratiques dont je viens de vous parler rapidement, est-ce qu'il s'agit d'eugénisme ? Alors, je sais que la prochaine séance sera réservée à une approche plus théorique, philosophique et historique de l'eugénisme, donc je vais me garder de m'avancer trop sur ce terrain mouvant. Bon, à titre personnel, moi, je parlerais quand même volontiers de pratique eugénique. Alors, pratique eugénique, parce que de fait, je pense que quand on réalise des diagnostics prénatales avec, pour certaines pathologies, du moins comme la trisomie 21, un aboutissement dans 8 cas sur 10 à une interruption médicale de grossesse, je pense qu'il s'agit effectivement de pratique eugénique. Alors, eugénique douce, comme dirait Pierre-André Taguieff, eugénique libérale, basée sur le consentement, le libre arbitre. C'est vrai qu'on n'impose pas, c'est sûr que ce sont les parents, le couple qui décident de mettre fin à la grossesse ou non. Je crois, alors évidemment, ça la distingue d'autres pratiques eugénistes plus anciennes qui étaient à la fois imposées et institutionnalisées. Et je crois qu'il y a une autre distinction qu'il faut faire aussi, c'est que, et c'est pour ça que je parle de pratique eugénique plutôt que d'eugénisme, c'est que je pense que, enfin, a priori, il n'y a pas de fondement qui légitime, qui justifie ces pratiques, ce qui n'était pas le cas dans les pratiques antérieures où effectivement on supposait une dégénérescence de l'espèce qu'il fallait contrôler, enfin, voire même améliorer l'espèce. Là, on trouve des motifs, et c'est ça qui est un peu troublant, c'est-à-dire qu'il y a différents motifs à ces pratiques, mais des motifs qui ne convergent pas du tout, qui sont dans des logiques et des registres complètement différents, et qui participent à la décision. Alors dans cet exposé, j'en ai abordé plusieurs. J'ai parlé d'un motif économique, de régulation, d'optimisation des dépenses qui a été évoqué pour la situation en Grande-Bretagne à la fin des années 60. En France, ce n'est pas clairement affiché, mais on peut penser que quand on généralise l'amniosynthèse, quand on rembourse les tests sériques, que la sécurité sociale les rembourse, il y a quand même derrière une politique de santé publique. Mais en tout cas, le motif n'est pas clairement affiché. D'ailleurs, c'est un motif légitime à partir du moment, me semble-t-il, où il y a des ressources qui ne sont pas illimitées, il y a des choix à faire. Et ça ne me paraît pas absurde qu'on évoque parmi ces choix comme une possibilité une certaine forme de pratique eugénique bien pensée, concertée, transparente, débattue publiquement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis d'autres motifs qui se situent, eux, dans le contexte très particulier de la relation médecin-patient, qui sont les motifs des médecins à soulager la détresse, qui ne sont pas spécifiques évidemment à cette situation de diagnostic prénatal et d'IMG. Le motif des médecins parfois à éviter des vies de mauvaise qualité, c'est-à-dire donc de ne permettre que des vies acceptables. Et puis le motif des parents à vouloir un enfant conforme à leurs fantasmes et à leurs désirs, lesquels sont soumis effectivement largement aux normes et aux valeurs sociales. Et tous ces motifs sont présents dans le processus de décision et dans une alchimie complexe vont participer donc à cette décision dans un processus qui est complètement opaque et à huis clos dans un contexte d'équipe pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de la relation médecin-patient. Alors j'en arrive donc à la dernière partie donc, de mon exposé. Et la question que je pose, c'est en quoi l'expérience du handicap peut éclairer ces pratiques. Bon, c'est un éclairage indirect, mais je pense qu'effectivement, peut alimenter tout à fait le débat et la réflexion. Alors, les recherches menées en sociologie de la santé, en particulier, enfin, et dans le champ du handicap, montrent que l'annonce d'un handicap, que ce soit pour soi-même ou pour son enfant en particulier, est toujours une expérience extrêmement traumatisante. On la compare souvent à un deuil, c'est une rupture en tout cas, et tout d'un coup on se trouve plongé dans un monde à la fois complètement inconnu et surtout dont on a une représentation extrêmement négative.
Et là, je crois qu'effectivement, à ce stade-là, c'est-à-dire au moment de l'annonce et dans les premiers temps, l'expérience que vivent les personnes coïncide fortement avec les représentations négatives qu'on en a. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'imagine bien que si on vous dit du jour au lendemain, vous ne pourrez plus jamais marcher ou votre enfant ne pourra jamais apprendre à lire, c'est des choses qui paraissent absolument insurmontables et on ne voit pas comment on peut faire face à ce genre d'annonce. Mais en fait, les personnes n'en restent pas là. Et bien souvent, oui, je peux pas donner de chiffres, bien entendu, mais elles vont essayer, avec du temps et si les conditions le permettent, de s'approprier en fait cette expérience négative pour en tirer quelque chose de positif. Et je crois que c'est une des caractéristiques peut-être essentielles de l'espèce humaine que, effectivement, de tirer parti de ces expériences, d'agir plutôt que de subir. Et mon expérience, en tout cas, auprès des personnes, de personnes paraplégiques qui ont eu un accident, suite à un accident, montre bien toutes les étapes, effectivement, de ce processus. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques témoignages qui sont évidemment loin de rendre compte de la profondeur de ce que vivent ces personnes, mais qui peuvent donner une petite illustration. Donc le premier, Jérôme, est un homme de 43 ans qui a été accidenté à l'âge de 20 ans, donc accident de voiture, il sortait avec un copain d'une boîte de nuit, ils avaient bu, c'est d'ailleurs pas lui qui conduisait, mais bon, ça change pas grand-chose. Et il nous dit, depuis la rééducation, j'ai changé. Au centre de réadaptation professionnelle, j'ai rencontré plein de gens différents qui m'ont ouvert les yeux. Parce qu'avant, moi, j'étais pas grand-chose. J'étais qu'un petit voyou qui pensait qu'à faire le con. Et eux, ils m'ont mis plein de choses intéressantes dans la tête. Mais ça, c'est parce que dans les hostos, dans les centres, on a beaucoup de temps. J'ai eu 2 vies. Une vie avant et une après. C'est complètement différent. Je vis une autre vie qui est très intéressante. Il m'a fallu quand même 3 ans, 4 ans pour ça. Faut du temps, c'est pas d'un seul coup. Et Christophe, qui est plus jeune, une trentaine d'années, si je me souviens bien, et dont l'accident ne remonte qu'à 4 ans au moment de l'entretien, donc assez récent, et qui nous dit, en fin de compte, quelque part, j'ai décidé de prendre ma vie en main, de changer. Parce que depuis que je suis tout petit, ça a toujours été le bordel dans ma vie. C'est une deuxième chance, oui. C'est une nouvelle vie, c'est vrai, parce qu'on repart à zéro. On ne peut que changer, on ne peut plus rester comme avant. L'état d'esprit change. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est à force de sortir, de voir les choses, de discuter avec les gens. Donc ces personnes ont réussi, ont pu, avec le temps, elles insistent toutes les deux sur le temps, réviser leur projet de vie, questionner les valeurs qui les guidaient et qu'elles considéraient comme des évidences. C'est vrai que la société nous propose un certain nombre de valeurs auxquelles nous adhérons sans trop nous poser de questions, parce que aussi on a tout à fait intérêt. Il y a des gratifications à en tirer. Je pense particulièrement à la réussite scolaire, à la réussite professionnelle. C'est sûr que si on peut se conformer à ces attentes, on gagne en reconnaissance des autres, en gratification personnelle. Mais bon, ces valeurs sont discutables. Enfin, en tout cas, il y a d'autres systèmes de valeurs possibles, d'autres valeurs qui peuvent être défendues, d'autres modes de vie alternatifs. Et certaines personnes, justement, auprès desquelles j'ai travaillé, défendent effectivement, alors c'est un long cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, elles le disent, en fait, défendent d'autres valeurs, d'autres systèmes de valeurs, d'autres modes de vie. En particulier, je pense à 2 personnes qui insistent beaucoup sur la convivialité, sur la solidarité, leur vie est basée surtout sur les échanges humains. Et ces personnes disent qu'elles sont reconnues non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles véhiculent. Et je pense que... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces cas-là ne sont pas des cas exceptionnels. Bon, je présente un peu volontairement, je focalise là-dessus parce que ça sort de nos représentations habituelles. Bien sûr, il y a aussi des expériences dramatiques. Bon. Mais ces expériences-là, on les ignore parce qu'à moins d'y avoir été confronté soi-même ou d'avoir rencontré des personnes proches qui ont été confrontées. Et elles ne sont pas exceptionnelles. Beaucoup de travaux en sociologie de la santé montrent que des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, maladies dégénératives qui conduisent même à la mort, à plus ou moins brève échéance, et les gens ont des vies épanouies, remplies, heureuses. Bon. Et c'est ce que Gary Albrecht a d'ailleurs appelé le The Disability Paradox, le paradoxe du handicap. C'est pour ça que j'ai repris ce titre-là. Paradoxe
en fonction, si vous voulez, de nos représentations négatives. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas que, effectivement, malgré toutes ces adversités, on puisse avoir une vie épanouie et heureuse, et pourtant, ça arrive. Alors, pour ça, il faut des conditions aussi. Il faut des conditions favorables, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les personnes puissent participer à la vie sociale, échanger avec les autres, et donc ça suppose une certaine qualité d'accueil, d'intégration, d'accessibilité, etc. C'est sûr que si les personnes étaient confinées dans des institutions de type asilaire, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça, elles n'auraient pas la possibilité de redonner un sens positif à leur biographie, de construire de nouveaux projets de vie, de défendre des valeurs alternatives. Elles ne feraient que subir les conditions de leur existence et en fait, du même coup, renforcer en fait l'image négative qu'on a d'elles, de personnes misérables sur lesquelles on ne peut que s'apitoyer. Donc ces conditions favorables sont essentielles. Et d'ailleurs, dans les années récentes, enfin, je veux dire les 20 ou 30 dernières années, on a vu aussi se constituer les mouvements de personnes handicapées. Alors, malheureusement pas trop en France, mais beaucoup dans les pays anglo-saxons, également dans les pays scandinaves. Et ces personnes-là, qui, une fois qu'elles ont pu effectivement participer à la vie sociale et s'exprimer, finalement critiquent nos représentations du handicap. Elles critiquent le fait qu'on les perçoive comme des victimes passives, qui ne peuvent que subir, qui vivent une tragédie. Et quand finalement la réalité nous contredit, on a tendance alors à les percevoir comme des personnes douées de qualités exceptionnelles. Et les premiers travaux de recherche que j'ai faits, donc portés justement sur les représentations des personnes handicapées, montraient bien comment on extrémisait nos perceptions de ces personnes-là par rapport à des personnes tout venant. C'est-à-dire que si elles avaient ce qu'on imagine, si elles avaient surmonté leur handicap, leurs difficultés, alors c'était des personnes forcément qui avaient des qualités psychologiques hors du commun. Doués et les praticiens, les médecins de rééducation développent et véhiculent le même genre de représentation, tout à fait. Alors elles nous disent, ces personnes-là, ben non, pas du tout. Nous, on n'est ni des victimes, ni des héros, on est des personnes, tout simplement. Et la leçon à tirer de ça, moi, je trouve que c'est rassurant quand même de se dire... finalement, si un jour je me retrouve dans un fauteuil roulant après un accident de voiture, ce qui peut arriver à tout un chacun, tout n'est pas fini. Il peut y avoir un après. On ne l'anticipe pas, je ne peux pas me le représenter. Ça me paraît difficile à imaginer, mais ça existe. Ces personnes-là me le montrent. Et je veux dire, c'est une réassurance, et la réassurance, c'est important socialement, c'est important d'avoir ce genre de témoignage. C'est important aussi de savoir qu'on peut affronter la mort plutôt sereinement. Donc je pense que les personnes qui vivent, alors il n'y a pas que les problèmes de handicap, les personnes qui ont des expériences différentes et qui, en raison de ces expériences différentes, sont amenées à réviser, à questionner les normes sociales et à proposer d'autres styles de vie, d'autres valeurs, ont une utilité sociale. Et quand j'entends des discours tout à fait bien pensants, mais bon, je ne vais pas les critiquer d'ailleurs, d'intégration de personnes handicapées au nom du respect de la différence, au nom du respect de la dignité humaine. Bon, c'est très bien, mais je pense que ça va au-delà de ça. La question n'est pas là. La question est qu'on a besoin de cette diversité-là. La culture en a besoin. Et si vous voulez, on vit dans une... Alors là, c'est tout à fait personnel ce que je propose là, mais on vit... dans des sociétés qui veulent contrôler le risque, de plus en plus contrôler le risque, et d'ailleurs le diagnostic prénatal peut faire partie de cette logique de limiter les risques. Mais en fuyant toute adversité, finalement, on entretient la peur aussi, on a finalement peur des nouveaux risques, et probablement on s'affaiblit aussi, on affaiblit notre résistance à l'adversité. Et on arriverait alors à un paradoxe qui est un petit peu moins sympathique que le précédent et qui est dénoncé par Michael Fitzpatrick dans un ouvrage qui s'appelle « La tyrannie de la santé », qui est le suivant, c'est qu'on vit, on n'a jamais été en aussi bonne santé, on n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais eu autant de richesses à notre disposition, mais on n'a aussi jamais eu autant peur d'être malade, peur de mourir, et que cette peur, elle est aussi véhiculée par les politiques de santé publique, par les médias, évidemment, relayée par les médias. Voilà, alors je crois que j'ai déjà largement dépassé mon temps, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
profiter de la fin de votre exposé pour vous remercier. Et pour remercier les interprètes en langue des signes qui sont là et qui permettent aussi d'accueillir des personnes malentendantes. N'hésitez pas à me faire un petit signe si ça va trop vite. Voilà. Madame Bernardis, merci de votre invitation. Vous m'avez soufflé le compliment parce que je voulais saluer et remercier les interprètes en langue des signes qui font notre admiration, je dois vous le dire, et notre reconnaissance et notre admiration. Je voulais remercier aussi le professeur Degaut, ce doyen, pour son invitation et dire à Madame Ville qu'elle nous a beaucoup simplifié le travail par cette analyse très éclairée, très objective de la situation. Donc je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup plus de facilité. Je voulais vous remercier de votre remarquable exposé. Alors, j'ai pas de projection, je voudrais m'adresser à vous, et pas trop longuement pour qu'on ait le temps de parler ensuite. D'abord, je voudrais faire un point d'ordre de généticien. C'est que les pratiques dont nous parlons aujourd'hui ne changent rien à la fréquence des maladies. En réalité, c'est un point qui vous paraîtra peut-être un peu surprenant, mais à pratiquer le diagnostic prénatal de la trisomie 21, que ce soit par l'échographie ou par les marqueurs sériques, on ne change en rien la fréquence de survenue de cet événement. On va changer la fréquence des naissances d'enfants atteints, mais on ne change en rien la survenue de cet événement. De la même manière, à pratiquer le diagnostic prénatal de maladies non pas chromosomiques comme la trisomie 21, mais qui résultent de l'effet d'un gène malade, comme la mucoviscidose ou la myopathie, ou toutes ces 5000 maladies qu'on connaît aujourd'hui, dont on connaît les gènes, eh bien, pratiquer le diagnostic prénatal de ces affections ne change en rien la fréquence des maladies. Je m'explique. Ça peut paraître un peu surprenant. Pour se l'expliquer, pour s'en convaincre, il faut se souvenir que le grand réservoir des gènes des maladies, ce ne sont pas les enfants malades eux-mêmes, mais ce sont leurs parents, c'est-à-dire vous et moi, c'est nous tous, qui sommes le grand réservoir des gènes des maladies génétiques. Par conséquent, interrompre le cours d'une grossesse affectée par une maladie ne change en rien l'incidence des maladies génétiques. Voyez-vous, on peut éradiquer la variole, on a pu éradiquer la poliomyélite, on pourra, j'espère, éradiquer le sida, parce que c'est aussi une maladie infectieuse, on peut éradiquer peut-être la misère dans le monde ou la faim, on ne pourra pas éradiquer les maladies génétiques, jamais. Et ça, je crois que le projet d'éradication des maladies génétiques est une préoccupation eugénique, pour le coup, et elle est chimérique. Elle est chimérique parce que les pratiques dont nous parlons aujourd'hui ne changent en rien la fréquence de l'événement. Et cela pour la raison que je viens de vous dire, c'est que le grand réservoir de gènes de la mucoviscidose, de la myopathie ou de la myotrophie spinale, ce n'est pas les pauvres fœtus qu'on va interrompre parce qu'ils sont atteints, c'est en réalité nous tous, les porteurs de gènes de maladies. Et vous savez que nous sommes tous, autant que nous sommes, porteurs de 25, 30, 40 gènes de maladies, sans le savoir, comme M. Jourdain. Nous en sommes porteurs, nous n'en souffrons pas, et éventuellement nos enfants peuvent en être atteints si notre conjoint est porteur des mêmes maladies, mais les porteurs eux-mêmes n'ont aucun symptôme. Par conséquent, sauf à se mettre à éradiquer les porteurs de ces maladies, ce qui n'est pas au programme, hein, il n'est pas prévisible d'assister à une réduction de la fréquence des maladies génétiques, de l'événement de la maladie génétique. L'événement génétique ne va pas changer. Ça, c'est le premier point que je voulais faire.
Le deuxième point, maintenant que Madame Ville a si excellemment ouvert le travail, c'est pour vous parler de la pratique d'un homme de terrain. C'est vrai que nous pratiquons le diagnostic prénatal dans un certain nombre de centres, dont celui où je travaille. Alors, je voudrais vous dire aussi, c'est un deuxième point qui compte pour moi, c'est que c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Hein. On n'a pas fait médecine pour interrompre des grossesses. Je dirais que le diagnostic prénatal, c'est pas de la médecine, c'est l'échec de la médecine, en réalité. Parce que ce qui serait digne du beau nom de médecine, en réalité, ce serait d'arriver à assortir le diagnostic prénatal d'un projet thérapeutique, prénatal aussi, de nature à enrayer la maladie et la guérir in utero. Or, c'est là que réside le problème, c'est que nous connaissons actuellement une période extrêmement délicate, une espèce de fossé entre notre capacité à diagnostiquer, qui est plus grande chaque jour, et notre impuissance à guérir. Et le problème, au fond, il est là. Tant qu'on ne savait pas diagnostiquer, on ne savait pas diagnostiquer, puis quand on arrivait à la vie, on était bien portant, ou on était malade, et c'était Dame Nature qui nous réservait la bonne ou la mauvaise fortune. Mais là, le problème est une toute autre nature, parce qu'on est capable de diagnostiquer, avec tous ces progrès gigantesques du séquençage du génome, de la localisation des gènes, de la découverte des gènes de toutes ces maladies, c'est magnifique, un grand renfort de tapage médiatique, etc. Mais en termes de bénéfices pour les patients, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc il y a un décalage entre notre puissance diagnostique et notre impuissance thérapeutique. Il y a un décalage entre les promesses qui sont faites à nos concitoyens et les bénéfices thérapeutiques réels que nos concitoyens retirent de ces avancées. Et aujourd'hui, là où ça coince, si vous voulez, là où ça fait mal, la charnière, eh bien c'est ce dont on parle aujourd'hui, ce soir, c'est le diagnostic prénatal qui est l'expression même de ce décalage entre notre capacité cognitive de reconnaissance des maladies et notre impuissance, tout aussi grande, à y remédier. Donc, c'est le deuxième point que je voulais faire, c'est que, pour moi, le diagnostic prénatal n'est pas un projet médical, c'est au contraire l'échec de la médecine. Ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Alors, les choses, pour être complètes, pour camper le décor de manière complète, il faut que je vous dise quand même que ce décalage ne va pas en se comblant. Il va au contraire en se creusant. Parce qu'on est aujourd'hui à même de faire le diagnostic d'un nombre croissant de handicaps, moteurs, neuromoteurs, intellectuels, sensoriels, malformatifs. Donc chaque semaine apporte au fond son lot dans les publications scientifiques de découvertes nouvelles, de gènes nouveaux, de mutations nouvelles, etc. Mais n'apporte pas, hélas, son lot de remèdes. Donc il y a ce décalage qui existe et qui ne fait que croître entre les possibilités diagnostiques et l'impuissance thérapeutique. De sorte que il se creuse, ce hiatus se creuse, se majore, entre la quête insatiable pour la qualité de la vie, dont a parlé Madame Ville très bien tout à l'heure, cette quête pour une vie de qualité, et notre réflexion collective sur qu'est-ce que c'est que la dignité de la vie. Donc il y a, à mesure que les connaissances progressent et que notre impuissance thérapeutique s'avère, cette espèce de tension, de torsion entre l'idée que nous faisons du respect dû à la dignité de la vie et cette quête croissante pour une vie de qualité toujours meilleure. Et vous avez fini là-dessus tout à l'heure, en rappelant que nous n'avions jamais eu une vie de si bonne qualité qu'aujourd'hui. Alors, mon introduction étant faite, je voudrais vous dire en tant que praticien que je suis émerveillé par ces rencontres avec les gens qui viennent nous voir. Je voulais dire, ça n'est pas de la flagornerie de dire que vraiment les couples qui viennent nous voir forcent notre admiration. D'abord parce que
nous n'avons, je vais vous le dire très franchement, pas vraiment l'impression d'avoir affaire à des fous furieux ou à des excités. Les gens qui viennent nous voir, qui se rendent dans ces centres de diagnostic prénatal dont vous parliez, ce sont des gens qui ont fait l'expérience d'affections d'une particulière gravité. Et quand on parle de particulière gravité, dans mon expérience, celle dont je voudrais vous témoigner aujourd'hui, il s'agit de la maladie ou de la mort de 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Nous connaissons malheureusement des fratries avec des pauvres dames qui ont perdu 3 ou 4 ou 5 enfants. Par conséquent, on ne peut pas ignorer cette souffrance, on ne peut pas ignorer ces décès tantôt rapides, des comas ou des détresses respiratoires qui emportent les enfants en quelques jours ou quelques semaines, tantôt, j'allais dire pire encore, interminables, avec des enfants atteints qui survivent dans des conditions déplorables pendant des années et des années. Alors, j'ai d'abord la sensation que les gens qui nous sollicitent sont pas des fous furieux, et j'ai très rarement la sensation d'être dans une démarche eugénique ou négativement connotée. J'ai au contraire l'impression d'assister des gens qui sont en grande détresse. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a dans le discours des gens qui parlent du diagnostic prénatal une sorte de décalage entre ceux qui en ont une expérience personnelle et ceux qui parlent de ces pratiques sans en avoir un vécu intérieur. Tout le monde a le droit à la parole, naturellement, mais comme par hasard, les grands donneurs de leçons, ce sont les personnes qui n'ont aucune expérience vécue de la nature de cette souffrance. Donc ça devrait nous faire un tout petit peu réfléchir. C'est vrai pour le prénatal, c'est vrai aussi pour le diagnostic génétique préimplantatoire, dont je dirai un mot tout à l'heure. C'est vrai pour toutes les pratiques d'aujourd'hui. Le discours moralisateur émane de personnes qui n'ont pas un vécu propre. Alors que, quand on écoute les personnes concernées, on entend un tout autre discours. Et je pourrais vous dire la même chose pour les thérapies et les projets thérapeutiques, les audaces thérapeutiques. D'un côté, vous avez des donneurs de leçons qui disent « mais vous êtes fous, les thérapies géniques, le virus, le clonage thérapeutique, etc. » Et puis l'autre côté, ça c'est les personnes qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas touchées par les maladies. Et puis de l'autre côté, vous avez des parents, des patients, organisés souvent en association, en groupe de pression, qui nous encouragent en réalité à aller de l'avant et à prendre des risques et à faire preuve d'audace, souvent, parfois, avec toutes sortes de moyens de pression, y compris financiers. Car vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire que beaucoup d'entre nous, beaucoup des scientifiques sont un peu les otages de groupes de pression qui nous conduisent, avec beaucoup naturellement de générosité, de bonnes intentions, mais qui nous conduisent parfois à brûler un peu les étapes. Donc j'attire votre attention sur le fait que les usagers sont devenus des partenaires à part entière, qu'il s'agisse des projets thérapeutiques, du clonage thérapeutique ou des thérapies géniques, ou qu'il s'agisse du diagnostic prénatal ou préimplantatoire, et on entend un discours tout différent selon que l'on a affaire à des personnes qui ont un vécu propre ou qui n'ont pas d'expérience de la maladie. Alors, je voudrais maintenant vous dire, parce que c'était les réflexions que je me faisais en écoutant Madame Ville, que pour essayer de vous rendre compte le plus exactement possible des choses, j'aimerais vous dire que la manière dont les couples se représentent ce risque est tout à fait différent selon qu'eux-mêmes ont connu un enfant atteint ou qu'ils n'ont pas de vécu ou de représentation de ce que c'est que cette maladie. Et de cela, de cette simple évidence, dont je viens de dire un mot, découle en fait tout le reste. Je m'explique. Quand une maman a un premier enfant atteint de mucoviscidose, que cet enfant a 10 ans, qui va à l'école, qu'il est premier de sa classe, que toute la famille s'est mobilisée pour que le môme ait une vie de bonne qualité, qui réussit, qu'il a sa place parmi tous les autres enfants de la classe. Bon. Il est évident que cette dame ne va pas faire la demande de diagnostic prénatal
comme une dame qui n'aurait pas la connaissance personnelle et vécue, j'allais dire charnelle, de cette maladie. Et tout naturellement, elle va dire, je ne peux pas assumer une autre enfant comme Aurélie, ça a été trop lourd, maintenant ça va bien, Dieu merci, mais ça a été trop lourd, donc je ne peux pas assumer ça. Pour autant, je ne peux pas assumer une autre enfant atteinte, donc je ne peux pas renoncer à une assistance médicale. Mais pour autant, je ne veux pas interrompre la grossesse d'une enfant qui serait comme Aurélie, qui serait le double. Alors on a beau expliquer au couple que Aurélie c'est Aurélie, et puis que peut-être que s'ils ont bien accueilli Aurélie, que c'était formidable pour Aurélie, peut-être que ça ne se passera pas de la même manière pour un autre. C'est pas le double au juste, mais que c'est un autre enfant avec peut-être une autre vie, peut-être difficile, ça ne se passera pas aussi bien. Et peut-être eux, leur courage et leur énergie, leur résistance est entamée. Donc on essaie d'accompagner dans le discours, dans le dialogue singulier, à une représentation différente de la maladie. Mais au fond, bien des couples qui ont vécu dans leur chair une première maladie et qui se battent pour la qualité de la vie de cet enfant, qu'il soit une mucoviscidose, que ce soit un enfant myopathe, que ce soit une amyotrophie spinale infantile, avec ce couple-là, on ne peut pas la faire tranquille avec le diagnostic prénatal, interruption de grossesse à 9 semaines de grossesse, ça ne passe pas. C'est tout simplement, je dirais, incongru. C'est une grossièreté de dire ça. Vous ne pouvez pas proposer à un couple qui se bat pour l'enfant malade une interruption médicale de grossesse, même en leur expliquant que ça ne sera pas nécessairement la même chose. Par conséquent, il faut proposer des stratégies alternatives, et ça a été comme ça que le diagnostic génétique préimplantatoire a commencé en France, justement pour répondre à la demande de couples qui ne pouvaient pas accéder simplement à l'expérience du prénatal lorsqu'ils avaient déjà l'expérience d'un enfant atteint qui fait l'objet de tous leurs soins. Alors là, c'est l'exemple d'un couple qui sait ce que c'est. Parce que leur frère ou leur sœur est malade, parce que leur enfant est malade, parce que leur cousin ou cousine, ça, et qui ne peuvent pas accepter l'idée d'une interruption de grossesse. Il faut savoir l'entendre. Alors là, ils connaissent la situation, le risque, ils savent à quoi s'attendre. Et puis, il y a cette autre situation que je mets, je dirais, en contrepoint à l'opposé, qui est une situation dont a parlé un petit peu Madame Ville, où on observe une malformation, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, comment le gosse va être, s'il va être droit ou de travers, si l'oreille va être de traviole ou pas, et au fond, quelle sera la vie et l'indépendance réelle de cet enfant. Donc là, l'imaginaire des parents ne peut pas s'accrocher sur une réalité, et c'est là que ça dérape. Et 2 exemples, comme ça, au débeauté, c'est l'annonce d'une anomalie de nombre de chromosomes. Anomalie de nombre, un chromosome X en excès. Bon, tout le monde sait très bien qu'avoir un chromosome X en excès, c'est pas grave. Une trisomie X, c'est pas grave. On est un certain nombre d'entre nous ici, peut-être dans la salle, à avoir un 3e X chromosome. On ne le sait même pas. Donc au fond, ça a conduit beaucoup de pionniers de diagnostic prénatal, et vous rendiez hommage, Madame Ville, aux pionniers en Grande-Bretagne. Il faut dire que c'est les Boué, Monsieur même Boué, qui ont été les pionniers en France, et vous les connaissez tous. Eh bien, pendant longtemps, les Boué n'ont simplement pas dit, n'ont pas informé les couples de l'existence d'une trisomie X, parce qu'ils disaient que ce n'était pas une information qui était légitime. Ô combien avait-il raison? Parce qu'à partir du moment où, dans un désir de transparence, on a informé les gens lors de diagnostics pour âge maternel, parce que la maman va 40 ans, lorsqu'on a commencé à le dire à cette dame qui avait un chromosome X surnuméraire, dans un but de transparence politiquement correcte, les gens ont foncé sur Internet, et ils ont vu n'importe quelle carabistouille sur ces chromosomes surnuméraires, ces gonosomes surnuméraires. Et à partir du moment où vous lisez sur Internet que c'est le chromosome surnuméraire, que c'est le chromosome du crime, que c'est le chromosome de la violence, c'est terminé. C'est terminé. Vous tirez un trait, la grossesse est désinvestie. Et vous voyez des couples supplier d'interrompre une grossesse alors même qu'on sait parfaitement que ça donnerait lieu à des enfants parfaitement bien portants. Donc il y a un effet pervers de l'information lorsqu'elle n'est pas délivrée à bon escient. Et dans cette histoire du gonosome, ou dans d'autres histoires que je vais vous expliquer dans un instant, il y a un effet pervers de l'information délivrée à tout prix. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les maladies dominantes. C'est-à-dire que l'effet d'un gène va causer des symptômes, mais en fait, il y a une très grande diversité de symptômes. Je pense à la sclérose tubereuse de Bourneville, je pense à la neurofibromatose, je pense à l'ostéogenèse imparfaite, je pense à plein de maladies dominantes, dont on sait bien, nous les professionnels, que les risques d'avoir des symptômes
de gravité variable sont faibles, de l'ordre de 10-15%. Eh bien, voilà que, alors même qu'il y a 85% de chances que tout se passe bien, ce risque de 5-10% qui a été délivré ou qui a été lu sur Internet ou qui a été délivré par une association devient intolérable. Et pour un risque de 10%, on va interrompre une grossesse qui avait 90% de chances de se dérouler normalement. C'est ça la réalité, voyez-vous. Et il y a un des effets pervers, et loin de moi de leur lancer la pierre, un effet pervers qui est celui des associations de malades. Ils veulent faire du bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lors des assemblées générales, voyez-vous, on voit dans les assemblées générales d'enfants qui sont atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville, on peut voir un enfant qui va, au beau milieu de la réunion, faire une crise convulsive ou se comporter de manière anormale. Et voilà qu'une dame, à qui on vient de faire le diagnostic de sclérose de Bourneville, parce qu'elle a une toute petite tumeur sur le doigt, petite tumeur de Koenen, de rien du tout, ou une tache dépigmentée, vraiment rien du tout. Le dermato, elle va le voir, le dermato, un truc là, on va regarder ce que c'est. Ah ben, on regarde, c'est une sclérose tubéreuse de Bourneville. Et c'est quoi ça, docteur? Sclérose tubéreuse de Bourneville, tac, 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 Internet, orphanet, association de malades, assemblée générale. Et voilà cette dame qui a une petite tumeur sur un ongle, qui voit un enfant qui convulse sous ses yeux. Elle est enceinte. Mais elle va exiger à toute force le diagnostic prénatal. Et une fois sur deux, le fœtus sera atteint. Sera porteur. Pas atteint, sera porteur. Et au motif qu'ils ont dans leur représentation psychique, l'image de cet enfant qui a convulsé à l'Assemblée générale, cette prise de risque devient impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a en réalité, dans la façon dont l'information est délivrée à nos contemporains, une extraordinaire difficulté et un effet pervers indiscutable d'un excès d'information. Alors, je voudrais aussi en venir à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Tout ce que je vous raconte là, ça se passe d'abord dans le cadre de consultation. On va recevoir un couple, on va parler, ça va durer 1 heure au minimum. On va relater l'histoire. Les parents vont nous raconter l'histoire du décès, de la maladie, etc. Ça va être la colère, et puis les pleurs, et puis après la colère et les pleurs et le récit, bon, on peut commencer à travailler. On va commencer à discuter. Et ça, c'est tellement tendu que très tôt, j'ai ressenti la nécessité de présence de psychologues dans les services de génétique. Et toutes ces consultations de génétique et de diagnostic prénatal sont faites en binôme avec des psychanalystes, des psychologues, des psychiatres, qui nous accompagnent, qui accompagnent les couples aussi et qui accompagnent aussi les professionnels, parce que vous savez, c'est souvent très lourd. C'est très très pénible ces consultations. Et en réalité, dans un certain nombre de cas, j'ai assisté à quelque chose qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup appris. Parce que vraiment mon métier, il m'a été appris autant par mes maîtres que par mes patients. Ce que m'ont appris les patients, c'est que lorsqu'on les écoute avec attention, lorsqu'on prend la peine d'entendre leur souffrance, lorsqu'on prend le temps d'écouter leur récit, au fond, la demande médicale finit par s'estomper. Et j'ai à l'esprit 2-3 exemples. Un homme qui était venu nous voir pour une paraplégie, pour une paralysie hypocalémique familiale. C'est une maladie où tout d'un coup, les gens tombent paralysés. Ils tombent paralysés. Alors quand ils sont au volant de la voiture, tout d'un coup, ils ont une paralysie, et puis ils rentrent dans le mur, et puis ils meurent, et puis on ne sait pas pourquoi. On croit que c'est un infarctus. En fait, c'est des attaques de paralysie. Et c'est catastrophique parce que personne n'y croit. On pense que c'est des hystériques, parce qu'ils tombent raides. En fait, ils ont des maladies qui sont terriblement invalidantes. C'est des maladies dominantes encore, qui se transmettent de génération en génération, et qui sont d'autant moins bien supportées que les gens passent longtemps pour des hystériques ou des comédiens. Même chose à l'école, même chose ailleurs. Et en réalité, j'ai été à plusieurs reprises en présence de personnes atteintes de ces maladies qui venaient nous demander un diagnostic prénatal. Et lorsque le diagnostic est possible, et c'est souvent possible parce que les jeunes sont connus maintenant, et que ces demandes sont formulées, en fait, lorsqu'on se donne le temps d'écouter les gens, relater leur vie, ce qu'est leur handicap, lorsqu'on leur a donné ce temps, au fur et à mesure, vous observez que cette demande d'interruption, de diagnostic prénatal et d'interruption médicale de grossesse pour un fœtus qui serait atteint finit par s'estomper. Et qu'il y a des alternatives qui se dégagent. Et qu'à l'occasion d'une demande de diagnostic prénatal, s'élabore en fait tout à fait autre chose,
qui est un projet de vie avec cette maladie. Et au fil de ces consultations qui vont durer 1 heure, mais qui vont revenir, au bout d'1 mois, on va revoir encore 1 heure, et peut-être encore 1 heure, seul et en couple. Et au fil des consultations, on va assister à un délitement de la demande de diagnostic prénatal, qui va être remplacé par autre chose, par un travail psychothérapique, par un projet de vie différent. Donc vous voyez, c'est très facile, ça va être peut-être le dernier mot dans le fond, c'est très facile avec le tambour médiatique de la génétique, de montrer les machins, les machines, les trucs, les séquences en couleurs, faire rêver les gens, c'est facile de donner à rêver. Ça prend 30 secondes de faire une prise de sang, c'est très facile de faire une prise de sang. C'est très facile de mettre un prélèvement d'ADN à une machine qui va faire automatiquement l'expérience, qui va vous donner automatiquement la réponse. C'est pas ça le professionnalisme. Le professionnalisme, il n'est pas là. Il n'est plus là. Le vrai professionnalisme, il est ce dont on parle aujourd'hui, c'est de savoir assortir cet essor technologique d'une dimension véritablement médicale, c'est-à-dire humaine. Et puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui d'assortir ces diagnostics d'un traitement, au moins d'en faire un usage humain. Je voudrais, on pourrait parler très longtemps là-dessus, mais je préfère vous donner la parole maintenant. Je voudrais dire juste un tout petit mot sur la subjectivité du praticien. Il m'est arrivé d'avoir à prendre en considération la clause de conscience du praticien. Je suis, sur le plan administratif, l'héritier de M. Jérôme Lejeune, qui est un très grand généticien français, qui a découvert la trisomie 21 et qui a été l'un des plus ardents défenseurs de l'association Laissez-les vivre, et donc un des plus ardents combattants de l'interruption médicale de grossesse, vous le savez. Et depuis, il se trouve que j'ai pris la succession de cet homme et que ça n'a pas dû lui faire très plaisir d'ailleurs, mais c'est comme ça, dans la fonction publique c'est comme ça. Et il se trouve que j'ai eu l'honneur de travailler avec un certain nombre de gens de son équipe et j'ai appris auprès de ses collaborateurs à faire valoir la clause de conscience. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne voulaient pas faire et il y a encore un certain nombre de tests qu'un certain nombre de collègues refusent de faire aujourd'hui. Et je crois qu'il faut savoir s'incliner. On écoute beaucoup les parents, on écoute beaucoup les patients. Il faut être aussi attentif à la clause de conscience des professionnels. Et il y a un certain nombre de professionnels pour lesquels l'idée de l'interruption de grossesse est quelque chose d'intolérable et qui ne pratiquent pas cela, qui se refusent de s'y prêter. Il y a un certain nombre de gens qui, par exemple, refusent le diagnostic prénatal de petite taille génétique. Alors l'achondroplasie, c'est 1,50 m, mais il y a des formes modérées, l'hypochondroplasie, 1,60 m. Et il y a des demandes de diagnostic prénatal pour des enfants de petite taille, de 1,60 m. Vous comprenez bien qu'on est très attentif à la demande des couples, c'est cela qui compte, mais compte aussi notre clause de conscience, notre paix intérieure. Et il y a un certain nombre d'occasions où j'ai dû accepter, parce que c'était mon devoir, qu'un certain nombre de professionnels refusent d'accéder à une demande et orientent le couple vers un autre professionnel. C'est très rare, c'est très très rare, parce que je vous ai dit, je voudrais finir sur quoi j'avais commencé. Dans l'immense majorité des cas, je dois me faire devant vous le témoin de l'extraordinaire sagesse de nos concitoyens. Les Français ne sont pas des fous furieux, ils n'ont pas recours à ces pratiques comme des dingues. Ils ont vraiment une tolérance à la souffrance, une acceptation du handicap qui ne fait que s'améliorer à mesure que les projets thérapeutiques s'améliorent. La longévité de la mucoviscidose devient meilleure. Il y a moins de demandes de diagnostic prénatal de mucoviscidose. Il y a plus d'enfants qui sont acceptés avec leur trisomie 21. Il y a de plus en plus de parents qui adoptent des enfants handicapés. Collectivement, je trouve qu'on a une société qui est vraiment formidable. Mais pour autant, il y a un certain nombre d'occasions où on est véritablement en grande difficulté. Et pour finir, je voudrais citer quelque chose, une phrase très belle qui m'a été mentionnée à la mosquée de Paris il n'y a pas longtemps, où je faisais une conférence un peu de ce genre-là. Et puis il y a un musulman professionnel qui s'est levé, il m'a dit, vous savez, docteur Munich, ce que vous me dites, ça me fait penser à un hadith du prophète.
le prophète Mahomet est interrogé et interpellé par un fidèle. Et le fidèle lui demande, dit, prophète, j'ai un problème, j'ai une question, je ne sais pas ce qui est juste. Il lui pose le problème. Et qu'est-ce qui est juste dans cette affaire? Et le prophète le répond, mon fils, ce qui est juste, c'est ce qui met ton âme en paix. Et j'aime bien dire ça en conclusion parce que je crois qu'on parle beaucoup des usagers, entre guillemets. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois que je voudrais finir en vous parlant des professionnels qui sont sur le terrain et qui ont le droit aussi de faire valoir leur clause de confiance. Et à un certain nombre de cas, eh bien, ils n'ont pas envie de faire ces pratiques. Et moi, je veux dire que j'aime pas faire des interruptions médicales de grossesse. Et c'est pour ça que j'étais un des plus ardents défenseurs du diagnostic génétique préimplantatoire. On est l'un des 2 centres en France du diagnostic préimplantatoire. Croyez-moi, c'est pas du clonage reproductif, on n'est pas des fous furieux, on n'est pas des excités de la médecine, mais j'ai vraiment l'impression que le diagnostic génétique préimplantatoire, ce diagnostic sur l'embryon fécondé in vitro, nous met les couples et nous les professionnels à l'abri de très douloureuses situations et constitue, je crois, non pas une régression au regard de l'éthique, mais au contraire un progrès dans nos pratiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.